Kurt n'est pas le protagoniste inutile typique. Il est bien pire que cela, du moins jusqu'à ce qu'il découvre qu'il possède d'incroyables compétences cachées. L'histoire commence dans une petite ville lointaine où un monstre loup de rang S a attaqué. Et les villageois ont dépensé toutes leurs économies pour former un groupe d'aventuriers afin de sauver leurs vies inutiles. Le groupe s'appelle le Flaming Dragonfang et se compose de 3 courageux aventuriers. Et, vous l'aurez deviné, du perdant Kurt, qui n'a rien à faire là. Le monstre, bien sûr, s'attaque d'abord aux faibles et écarte Kurt du champ de bataille. N'ayant plus rien à se reprocher, les héros s'attaquent rapidement à la menace et soumettent la bête. 3 héros compétents sont Bandana, le ranger, Golnova, le guerrier ardent et Marleyfist, le soigneur. Juste après cet événement, l'équipe devient connue comme les héros qui ont arrêté une calamité. Mais qu'est-ce qu'un perdant impuissant fait dans une équipe de héros? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, Kurt s'occupe de la tâche la plus difficile de toutes. Il s'occupe des tâches ménagères des héros pendant qu'ils partent sauver le monde. En gros, c'est une femme au foyer. Par exemple, lorsque les héros ne sont pas satisfaits de la nourriture, ils demandent à Kurt de leur préparer un meilleur repas. Cependant, cette fois-ci, Bandana mentionne que c'est la dernière fois qu'ils auront la cuisine de Kurt, car leur chef, Golnova, a décidé de virer son cul inutile du parti. Apparemment, il ne suffit pas d'avoir des talents de cuisinier pour faire partie d'un groupe réputé comme le leur, et Kurt est tellement incompétent qu'il ne peut même pas vaincre un slime tout seul. Les héros ont aussi d'autres raisons. Ils veulent devenir plus forts, et pour cela, ils doivent recruter un mage, car ils n'en ont pas dans leur groupe. Mais comme les lois de ce monde les empêchent d'avoir plus de 4 membres dans leur groupe, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser partir Kurt. Kurt supplie Golnova de revenir sur sa décision, mais il reçoit un coup de pied dans le ventre. Aucun des héros n'a de pitié pour lui. Au contraire, ils se moquent de lui. C'est ainsi que Kurt est officiellement au chômage. Comme la plupart d'entre vous qui commentez, Bro est tombé. Et d'abord sur mes vidéos. Quoi qu'il en soit, n'ayant nulle part où aller, Kurt retourne en ville à la recherche d'un emploi et se rend dans un endroit appelé Hello Hello Workstation. Là, il est accueilli par une réceptionniste excentrique qui recueille ses informations personnelles, puis lui fait passer un test d'aptitude pour déterminer sa force et ses talents cachés. En général, le classement va de SS à D, mais lorsque les résultats de Kurt arrivent, il révèle qu'il a obtenu la note G à tous les tests qu'il a passés, ce qui signifie qu'il n'a absolument aucune compétence en matière de combat. C'est plus qu'embarrassant, mais la réceptionniste dit à Kurt de ne pas s'inquiéter. Elle est certaine qu'il existe des métiers que même un loser comme lui est capable d'exercer. De plus, il existe d'autres tests d'aptitude que Kurt peut passer, comme la forge ou l'alchimie, et elle l'encourage donc à les essayer au lieu d'abandonner. Malheureusement, les techniciens nécessaires à ces tests sont actuellement en pause et Kurt devra donc attendre la semaine prochaine pour les passer. Sachant que le jeune a besoin d'argent, la réceptionniste décide de lui confier un travail de construction et l'envoie dans la ville voisine comme ouvrier pour aider à réparer les murs d'enceinte de la ville. Kurt part immédiatement à la rencontre d'un recruteur, qui est très déçu que le poste de travail lui ait envoyé un enfant aussi mal nourri. Mais comme son équipe est à court de personnel, il ne se plaint pas trop et confie à Kurt la tâche de faire du ciment sur le sol et de réparer les murs avec ce ciment. Kurt décide de consacrer son mana à la consolidation du ciment, bien que le recruteur n'ait rien mentionné à ce sujet, et se met au travail. Le recruteur revient 3 heures plus tard et est absolument stupéfait d'apprendre que Kurt a réparé tout seul un tiers du mur ouest. Kurt n'avait aucun équipement, ce qui amène le recruteur à se demander comment ce gamin a fait. Kurt explique le processus, mais le recruteur n'y comprend toujours rien. Quoi qu'il en soit, comme Kurt est plutôt doué, le recruteur décide de l'engager définitivement et lui donne une bonne somme d'argent en guise de paiement, en disant qu'il a reçu une prime pour sa performance. Cela encourage Kurt à donner le meilleur de lui-même. Au cours des 3 jours suivants, il répare seul les murs ouest et nord, mais le recruteur, au lieu d'être impressionné, s'irrite et le licencie.
Il explique que les réparations des murs sont destinées à donner du travail à ceux qui ont des difficultés financières et que si Kurt continue à travailler ici, il n'y aura plus d'emploi pour eux. Le recruteur estime que Kurt a des compétences de travail de rang SS. Il lui conseille donc de trouver du travail dans la capitale et le renvoie avec le paiement de la journée. Kurt ne comprend pas si le commentaire du recruteur était sincère ou s'il s'agissait d'une simple flatterie. Il se rend donc au poste de travail et demande conseil à la réceptionniste. Les techniciens n'étant pas encore arrivés, il devra attendre encore quelques jours avant de passer son test d'aptitude. Mais une opportunité d'emploi se présente sous la forme d'une femme nommée Yulichia, qui a désespérément besoin d'un mineur. « Attends, c'est toi, Drake. » Blague à part, Kurt approche Yulichia en affirmant qu'il a déjà travaillé dans les mines par le passé. Yulichia ne veut pas embaucher un enfant maigre et sans défense, mais en même temps, elle n'a pas assez d'argent pour embaucher un nain costaud. Seize Option étant limitée, elle décide d'engager Kurt. Alors que Kurt part avec Yulichia, la réceptionniste apprend que Kurt a été payé 200 pièces d'or par le recruteur de la construction et se demande comment cela est possible. Perdant l'équilibre, elle trébuche sur un tas de sacs de sable servant à mesurer la quantité de mana d'une personne. Son associé lui explique que plus une personne possède de mana, plus ces sacs sont lourds. Mais le problème est que personne n'a jamais été capable de les activer. Alors, elle les considère comme inutiles et demande à la réceptionniste de les déplacer à l'extérieur. Alors que la réceptionniste essaie de prendre l'un des sacs, elle remarque qu'il est devenu plus lourd. Se souvenant que Kurt en avait soulevé un plus tôt, elle réalise qu'il possède une bonne quantité de mana, peut-être même trop. Pendant ce temps, Kurt et son employeur, Yulichia, voyagent dans les montagnes. Au coucher du soleil, Yulichia emmène Kurt à son campement. Comme il n'y a qu'une seule tente, elle demande à Kurt de la partager avec elle pour la nuit. Mais Kurt refuse, disant qu'il ne se sentira pas à l'aise s'il reste trop longtemps avec une jolie femme comme elle. Il mentionne même subtilement qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi beau qu'elle, même après avoir voyagé à travers le monde, ce qui la fait rougir comme une tomate. Elle suppose qu'il essaie simplement de la flatter puisqu'elle ne se considère pas comme mignonne. Changeant de sujet, elle lui donne une pomme de terre bouillie pour le dîner. Kurt est étonnamment heureux, car cela fait longtemps que personne n'a cuisiné pour lui, même s'il ne s'agit que de faire bouillir une pomme de terre. Ils mangent ensemble, et Kurt est d'autant plus heureux d'être traité comme un égal que les membres de son ancien parti n'avaient jamais eu l'habitude de manger avec lui. Il apprécie beaucoup la cuisine de Yulichia et lui fait plusieurs compliments. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec ce qui se passera quelques instants plus tard à l'intérieur de la tente. Plus tard dans la nuit, Kurt essaie toutes les méthodes connues de l'humanité pour dormir, mais ne parvient pas à fermer l'œil. Il se demande si Yulichia est également réveillée et se retourne pour découvrir qu'elle dort profondément et que son trésor est grand ouvert. Kurt est choqué par ce spectacle et manque de crier avant de se reprendre. Il se lève rapidement avant que la situation ne devienne incontrôlable et se demande si Yulichia n'est pas trop naïve pour faire confiance à un étranger. Alors qu'il sort, Yulichia ouvre les yeux, ce qui signifie qu'elle était éveillée depuis le début. Elle nous révèle alors qu'elle a fait exprès de ne pas mettre de vêtements pour vérifier si Kurt était le genre d'homme qui essaierait de profiter d'elle. Maintenant qu'elle a déterminé que c'est un bon gars, elle peut passer toute la semaine avec lui sans inquiétude. Elle mentionne également qu'elle le trouve mignon, ce qui lui donne envie de le taquiner à son tour. « Madame, êtes-vous sûre de vouloir engager un mineur avec un O ou vouliez-vous en engager un avec un E ?» Le lendemain matin, Yulichia se réveille, sort de la tente et trouve Kurt encore endormi, réalisant qu'il est resté dehors dans la nature toute la nuit. Elle remarque que son peignoir est posé à côté, avec un bouton cassé qui a été réparé, ce qui l'amène à se demander si elle n'a pas embauché la mauvaise personne pour ce travail, parce qu'il a l'air d'être beaucoup trop poupon pour travailler comme mineur. Quoi qu'il en soit, elle le réveille et lui dit de se préparer car ils vont à nouveau s'aventurer dans les montagnes. Elle lui dit aussi qu'ils doivent extraire suffisamment d'or pour en gagner au moins 10 avant la fin de la semaine.
Kurt lui demande si elle a décidé de l'endroit où ils vont creuser, ce à quoi elle répond que non, mais qu'elle préférerait un endroit proche de leur campement. Kurt ne pense pas que creuser au hasard soit une bonne idée, car les chances de trouver des minerais rares ou des minerais tout court sont extrêmement faibles. Il semble que Yulichia ait acquis ses connaissances en matière d'exploitation minière en jouant à Minecraft, et qu'elle ne sache pas comment les choses fonctionnent dans le monde réel. Kurt l'éduque donc, et se charge ensuite de trouver un endroit approprié. Après avoir fouillé la région, Kurt trouve une carrière et commence à creuser. Au bout de quelques minutes, il découvre un rocher qui, selon lui, contient des minerais. Il la brise en utilisant le côté opposé d'un marteau, révélant plusieurs cristaux de pierres précieuses à l'intérieur. Chacun de ces cristaux peut facilement se vendre pour environ 3 or, et comme il y en a déjà plus de fours ici, cela signifie que Yulichia a déjà atteint son objectif de 10 or pour la semaine. Mais il ne faut jamais refuser la fortune lorsqu'elle frappe. Yulichia dit donc à Kurt de continuer à creuser. Quelques heures seulement s'écoulent avant que Kurt n'extrait toutes les pierres précieuses de la carrière. Yulichia suggère de toutes les vendre, mais Kurt n'est pas d'accord et lui dit que ces pierres sont beaucoup plus petites que les premiers cristaux qu'il a extraits. Il pense qu'il serait préférable de transformer les plus petits en cristaux magiques. D'après ce que Yulichia sait, il y a moins de 10 artisans magiques dans tout le royaume capables de fabriquer des cristaux magiques, et même le plus petit prend plus d'1 heure. Mais Kurt y parvient instantanément, ce qui laisse Yulichia bouche bée. Il le fait remarquer à Kurt, mais ne le soupçonne pas d'avoir un talent particulier. Il suppose que les artisans magiques utilisent une technique divine pour fabriquer les cristaux magiques. Yulichia se rend compte qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, mais elle ne prend pas la peine d'éduquer cet imbécile patenté et le laisse travailler tranquillement jusqu'à la fin de la journée. Le soir, Yulichia décide de retourner à la ville pour échanger les matériaux collectés par Kurt. Alors que Kurt propose de rester au campement pour s'occuper des tâches ménagères, plus tard, en ville, Yulichia est interrogée par les chevaliers parce qu'elle n'a pas de documents vérifiés prouvant où elle a obtenu les cristaux magiques, ce qui la rend suspecte. Ne voulant pas dénoncer Kurt, Yulichia joue sa carte cachée en montrant un emblème aux chevaliers, révélant qu'elle est une aventurière servant directement sous la famille royale, alors qu'en réalité, elle servait sous leurs ordres autrefois. Quoi qu'il en soit, elle utilise ce privilège pour convaincre le chevalier de la laisser utiliser un portail de téléportation, car elle souhaite se rendre d'urgence à la capitale royale. À son arrivée, Yulichia se rend dans une boutique pour vendre les cristaux magiques et apprend du commerçant que ceux-ci contiennent 10 fois la quantité habituelle de mana, ce qui les rend chacun d'une valeur de 10 pièces d'or. Au total, Yulichia gagne 500 pièces d'or en les vendant tous. Avant qu'elle ne parte, le commerçant lui conseille de ne pas vendre ses cristaux ailleurs, car d'autres pourraient la tromper. Elle s'enquiert également de l'artisan qui les a fabriqués, estimant qu'une personne avec un tel niveau de compétence devrait travailler directement pour le royaume. Mais Yulichia, refusant de révéler l'identité de Kurt sans sa permission, refuse de répondre. Le commerçant ne cède pas et lui ordonne, en tant que mage de la cour royale, de révéler qui est l'artisan. Mais Yulichia refuse toujours, alors le commerçant lui fait une dernière proposition. Ils veulent faire de Kurt un directeur et un comte honoraire pour le royaume, complètement abasourdi. Yulichia se précipite à l'atelier, frappant le comptoir de 16 mains et exigeant des réponses de la réceptionniste. « C'est qui ce type, bon sang ?» Abusant de son autorité, Yulichia extrait les informations passées de Kurt auprès de la réceptionniste et n'en croit pas ses yeux en voyant qu'il a obtenu un rang G à son test d'aptitude. Quoi qu'il en soit, elle remet les 500 pièces d'or à la réceptionniste, lui ordonnant de les déposer sur le compte de Kurt. Avant de partir, elle lui interdit également de révéler la moindre information concernant Kurt à qui que ce soit. Yulichia retourne ensuite au campement pour découvrir que Kurt a, d'une manière ou d'une autre, transformé tout l'endroit en une ferme en moins d'une journée. Sérieusement, c'est qui ce type? L'instant d'après, nous voyons le groupe des crocs de dragons enflammés lutter contre une créature gigantesque. Golnova demande à être soignée après avoir été blessée au combat, mais Marlifus ne peut tout simplement pas le faire. Alors qu'il bloque les attaques de l'arbre maléfique,
Le chef demande si le nouveau venu ne peut pas utiliser la magie du feu, mais le garçon se plaint que Golnova lui-même a dit qu'il en était capable. Entendant la dispute depuis l'extérieur, Bandana se dit que ce groupe est fini. Par la suite, Kurt est choqué d'apprendre qu'ils veulent qu'il devienne le directeur du laboratoire royal de technologie magique, ce qui signifie qu'il recevra un traitement noble. Yulichia explique que la personne à qui elle a demandé d'évaluer les cristaux magiques est un mage de la cour royale. Kurt reconnaît qu'il s'agit d'une excellente offre, mais il finit par la décliner. Intérieurement, il se dit qu'il ne se voit pas dans un rôle qui le place au-dessus des autres, en plus de se sentir mal pour les crocs de dragon enflammés. À l'extérieur, il fait valoir à son ami que son rôle principal est de travailler là, puis lui demande si la vente des cristaux a suffi à couvrir les taxes. Elle répond qu'elle les a vendus très cher, mais que ce n'est pas elle qui les a créés. En fait, elle a pris un peu d'or en guise de frais de dossier et a déposé le reste sur le compte de Kurt. Il pense que ce n'était pas nécessaire, mais Yulichia insiste, car elle se sentirait trop coupable d'accepter une telle somme. Quoi qu'il en soit, la femme envisage de poursuivre l'exploitation de la mine et compte sur le jeune homme pour la soutenir dans cette entreprise. Kurt est immédiatement enthousiaste, d'autant plus qu'il a trouvé hier ce qui semble être une veine minérale prometteuse. Cependant, la patronne s'inquiète du nombre d'heures de repos du jeune homme, qui l'informe qu'il a dormi 6 heures. À son grand étonnement, puisqu'il a construit une maison tout seul et qu'il a dormi si peu, Kurt pense qu'elle est contrariée parce qu'il a trop dormi, étant donné qu'il ne dormait que 4 heures par jour avec les crocs de dragon enflammés. Il lui promet donc de rattraper son excès de sommeil. Après leur conversation, Kurt emmène la femme dans une région qu'il estime propice à l'exploitation minière. Yulichia avoue qu'elle ne voit rien de spécial, alors il lui explique que, vu la topographie de la montagne, il doit y avoir un gisement de minéraux en dessous, mais que Yulichia ne doit pas creuser à plus de 50 mètres de profondeur. Comme elle pensait qu'ils allaient creuser ensemble, l'employé explique qu'il a l'intention de creuser autour de l'endroit où il a trouvé le gros cristal hier. Quelques heures plus tard, la patronne trouve une topaze de grande valeur et hurle de joie, estimant qu'elle doit valoir environ 3 pièces d'or, d'autant plus que Kurt la transformera en cristal magique gratuitement si elle le demande, ce qui l'aidera à atteindre son objectif. Dans cette optique, elle ressent une étincelle de passion pour le mineur, mais se réprimande rapidement pour repousser ce sentiment. Le sourire aux lèvres, Yulichia suit Kurt, s'imaginant qu'il a déjà construit un tunnel minier entier. En effet, l'enfant a simplement construit une mine entre-temps. Yulichia entre et remarque la luminosité excessive, puis se demande s'ils n'ont pas besoin de lanterne à cause de la mousse qui brille. Quoi qu'il en soit, elle panique en réalisant que le tunnel est immense, d'une manière surréaliste, et qu'il était censé être impossible pour ce gamin de réussir à ouvrir un tunnel aussi grand en si peu de temps. C'est à ce moment-là que le gamin en question arrive et se lamente de n'avoir extrait que des pierres inutiles, ainsi que de petits fragments du minerai qu'il recherche. Yulichia jette un coup d'œil aux pierres inutiles, mais reconnaît qu'elles sont plutôt jolies. Kurt est d'accord, mais comme elles sont nombreuses, ces pierres de mithril n'ont pas beaucoup de valeur. En entendant ce nom, le patron est incrédule, car le mithril est non seulement plus précieux que l'or, mais aussi plus cher que le platine. Curieusement, Kurt mentionne que ce produit est si courant dans son village d'origine que les gens le jettent. Surprise, Yulichia lui demande quel minéral il cherchait, et il répond qu'il s'agit d'orichalque. La femme rappelle qu'il s'agit du légendaire minéral connu sous le nom de métal des dieux, et qu'elle ne savait même pas qu'il existait dans cette montagne. Tenant un échantillon, Kurt mentionne qu'il est possible d'extraire cette chose n'importe où, mais seulement si l'on peut creuser très profondément dans le sol. Ne sachant que penser, la femme demande si ce type a réussi à creuser autant en Aether et s'il est remonté à la surface. Il répond par l'affirmative, comme si c'était la chose la plus simple du monde, et que non seulement il a ouvert le trou, mais qu'il l'a aussi refermé, parce qu'il était trop dangereux de le laisser ouvert. Cela dit, elle observe attentivement les alentours et constate que l'employé a traversé toute la montagne avec son tunnel. Enfin, 2 jours plus tard,
Kurt termine l'extraction et retourne à Samala avec Yulichia, et le tunnel qu'il a ouvert a pu relier cette ville à la ville du seigneur Takon. Yulichia permet donc aux membres de la guilde des marchands de l'utiliser en échange d'une taxe de maintenance, et la femme pourra couvrir les taxes avec cet argent. À un moment donné, alors qu'il marche dans la rue, Kurt est abordé par Bandana, qui lui dit qu'elle ne fait plus partie des crocs de dragons enflammés après que plusieurs choses se soient produites. Elle se souvient qu'un jour, Gulnova a mangé dans un restaurant populaire et qu'il est parti sans payer l'addition parce qu'il trouvait la nourriture épouvantable. Lorsqu'il a rencontré Bandana dans la rue, il a voulu savoir s'il restait de la viande fumée que Kurt avait préparée, mais elle se souvient que le chef d'équipe a tout mangé. Entendant cela, l'homme pointe son épée sur la subordonnée et lui ordonne de ramener le gamin, et qu'il n'y a pas de mal à le blesser un peu s'il refuse de cuisiner. Calmement, Bandana assure qu'elle fera ce qu'elle peut et, grâce à sa rapidité, elle emprunte le cristal de téléportation au chef sans rien demander. En sortant de la ruelle où elle a trouvé Gulnova, elle aperçoit des gardes qui le recherchent à cause des problèmes du restaurant et se dit que Marlifus a eu de la chance d'être appelé par l'église. En fin de compte, elle avait raison. Le groupe a fini par disparaître et Bandana décide de ne rendre visite au chef que lorsqu'elle en a envie. En y réfléchissant, Bandana décide de mettre toute l'affaire de côté et de dire simplement qu'elle a été renvoyée, car elle ne veut pas que sa cible de surveillance soit mêlée à ce désordre non plus. En entendant cela, Kurt regrette de ne pas pouvoir retourner au croc de dragon dès maintenant. Après tout, il admire beaucoup Gulnova et se sent profondément redevable envers lui. Finalement, Bandana mentionne qu'elle connaît quelqu'un d'un atelier qui a besoin d'aide. D'après elle, il n'y a que 15 Atelier Meisters ayant une autorisation officielle dans le pays. Et l'un de CIS, personnages importants, a des problèmes. Il serait utile que Kurt lui donne un coup de main. Surpris et ravi d'être considéré comme utile, le jeune homme accepte avec empressement d'aider. Et la femme lui donne l'adresse, l'incitant à se précipiter vers l'endroit. Laissé seul, Bandana se dit qu'être l'apprenti du grand sage n'est pas une mince affaire. Sur le chemin de la mission, Kurt se souvient que les ateliers connus sous le nom d'Atelier sont des installations qui produisent et vendent principalement des médicaments, des épées magiques, des appareils magiques et d'autres objets similaires. Le chef d'un Atelier officiellement sanctionné est connu sous le nom d'Atelier Meister et est autorisé à développer CS Curiosité et est traité comme un vicomte en termes de statut. Honnêtement, le garçon n'avait aucune idée qu'une telle personne existait dans cette ville. Bientôt, il arrive à l'adresse inscrite sur le papier que Bandana lui a donné. La maison semble tout à fait ordinaire, mais une pancarte indique « Atelier Ophelia ». Lorsqu'il frappe, c'est une très jeune fille, sûrement trop jeune pour être considérée comme un maître, qui ouvre la porte. Devant le visage étonné de l'humain, la jeune fille pense qu'il agit ainsi parce qu'il n'a pas l'habitude de traiter avec des elfes, alors le garçon lui explique que ce n'est pas le CA et lui demande si elle est le maître de l'Atelier. Elle lui répond qu'elle n'est que Michelle Lalakada, l'assistante du patron. Kurt dit qu'il est venu aider sur la recommandation de MSL Bandana et l'assistante, ravie d'avoir enfin de l'aide, l'entraîne à l'intérieur. Arrivé sur le lieu du litige, Kurt se pince le nez à cause de l'odeur nauséabonde qui s'en dégage. Il s'avère qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour nettoyer la cuisine, et Kurt grimace amèrement en réalisant qu'il ne serait jamais considéré comme utile pour aider directement l'Atelier. Michel est ensuite appelé par le patron, laissant le garçon seul avec le désordre. Sans hésiter, il se frappe la poitrine, enfile un tablier et nettoie tout en 30 minutes. Ne sachant que faire ensuite, il suit le chemin emprunté par Michel et se lance à sa poursuite, jusqu'à ce qu'il frappe à une porte où il reçoit l'autorisation d'entrer. Mais à l'intérieur se trouve une fille portant des vêtements plus petits que ceux qui est appropriés. Confuse, elle lui demande qui il est, et Kurt se présente en sursaut, s'excusant d'entrer dans ces circonstances. Sans s'en préoccuper outre mesure, la dame l'informe que Lady Ophelia est partie au sous-sol. C'est alors que Kurt remarque une marque de malédiction sur le ventre de la jeune fille et demande à la voir de plus près. Avec sa permission,
Il touche la marque et constate qu'elle ne ressent aucune douleur, sans doute parce que la malédiction l'a tellement consumée qu'elle ne la sent presque plus. Au moins, son estomac fonctionne encore, car il grogne de façon inquiétante. Kurt lui propose donc de lui préparer un repas léger. Arrivé dans la cuisine, il se rend compte qu'il a touché le corps d'une femme nue et rougie, ce qui le fait trébucher sur un tabouret au milieu du chemin et tomber face contre terre. Pendant ce temps, Yulichia est en réunion avec son ami du tribunal et veut savoir quelle serait la valeur de l'objet. La jeune fille aux cheveux violets propose 50 000 pièces d'or pour le mithril et l'orichalque, ce qui fait transpirer la femme d'affaires à cause de la somme d'argent mentionnée. Elle demande à Mimiko ce qui se passera s'il découvre l'existence de Kurt, et Mimiko répond sans détour que le garçon pourrait facilement être kidnappé ou même tué. Honnêtement, elle n'a aucune idée de comment un enfant aussi monstrueux a pu rester anonyme aussi longtemps. Yulichia mentionne qu'il a été renvoyé des crocs de dragon enflammés, ce qui rappelle à Mimiko que le chef de ce groupe est recherché par les autorités. Elle veut savoir ce que son ami compte faire du garçon à partir de maintenant, et Yulichia espère le placer au poste d'atelier Meister, car il vaut mieux limiter ses actions que de le faire sortir du lot. D'ailleurs, elle-même souhaitait être engagée comme garde, mais ne sait pas comment le lui faire accepter, car le garçon n'a aucune idée de ses capacités réelles. En parlant du garçon, Kurt préparait tranquillement le repas jusqu'à ce qu'il remarque l'arrivée de Michel accompagnée d'une grande femme, et tous deux sont impressionnés par la propreté de la cuisine. Il lui demande si elle est Lady Ophelia, ce qu'elle confirme. Le garçon s'excuse d'avoir utilisé la cuisine sans permission pour préparer ce porridge, expliquant qu'il y avait une fille dans l'arrière-boutique qui avait faim. Surpris qu'il ait rencontré la jeune fille, le maître lui fait comprendre qu'il ne doit parler d'elle à personne, et Kurt promet de se taire. Ophélie lui verse alors une somme généreuse pour le service d'aujourd'hui et lui demande de revenir demain à la même heure. Lorsque Kurt part, le maître regrette d'avoir permis à cette fille d'entrer en contact avec des étrangers, car elle doit tout faire pour empêcher la malédiction de s'aggraver. Ensuite, Ophélia se rend dans la chambre de ladite fille avec le repas et lui demande de ne pas ouvrir les rideaux comme elle était en train de le faire à ce moment précis, car quelqu'un pourrait la voir. Remarquant que les vêtements de la jeune fille sont trop amples, le maître s'agenouille pour voir comment elle pourrait ajuster le pyjama jusqu'à ce qu'elle entende le ventre de la jeune fille gargouiller bruyamment et éclate de rire. Puis, elle se lève pour vérifier si sa nourriture est empoisonnée, mais la jeune fille pense que ce n'est pas nécessaire, comme si c'était ce garçon qui l'avait préparé. Son intuition lui dit qu'il a bon cœur et ne ferait de mal à personne. Elle se dit qu'elle est déjà détruite à cause de la malédiction et qu'un poison ne serait plus nécessaire pour l'achever à ce stade. D'ailleurs, ne sachant pas qui lui a lancé cette malédiction, la jeune fille avoue avoir passé sa vie à se méfier de tout le monde, mais aujourd'hui, au moins, elle aimerait pouvoir faire confiance à quelqu'un jusqu'au bout. Cela dit, elle sent le parfum délicieux du porridge et imagine que le cuisinier a dû y ajouter des herbes. Dès la première cuillerée, elle tombe amoureuse de la saveur et sent son cœur se réchauffer. Voyant que tout va bien, Ophélia est soulagée et se dirige vers la porte, jusqu'à ce que la petite fille commence à s'étouffer et s'effondre au sol. Pensant que la nourriture était bel et bien empoisonnée, Ophélia commence à se blâmer pour sa négligence. Ressentant une haine profonde envers Kurt, la maîtresse se précipite pour chercher l'antidote, mais Lys se relève et affirme avoir été guérie pour une raison inconnue. En effet, la marque de la malédiction avait complètement disparu, ce qui laisse Ophélia extrêmement confuse. Sans tarder, un homme en robe noire se lamente auprès de son supérieur, car la malédiction a été brisée, et il promet de la reformuler. Cependant, son supérieur lui dit qu'ils n'attendront pas cela et qu'ils ont déjà décidé de recourir à d'autres moyens. Après tout, Lady Liselott doit mourir par tous les moyens nécessaires. Au milieu de tout cela, Ophélia rend visite à Mimiko, compte tenu de la gravité de la situation, et remarque la présence de Yulichia, l'ancienne aventurière de la famille royale. Lady Liselott enlève sa capuche, et Yulichia ainsi que Mimiko s'agenouillent aussitôt devant la présence illustre de la troisième princesse.
Mimiko pensait qu'elle était malade, mais Ophélia explique que la princesse a été maudite par quelqu'un qui voulait sa mort, car Lys est la seule fille née de Sa Majesté royale et de la princesse Françoise, la femme qu'il a épousée venant de l'Est, de l'Empire Gurumaku. Ainsi, l'existence de Lys-Lot est un symbole de paix entre ces deux nations. Yulichia en déduit que quelqu'un souhaite détruire cette relation pacifique. Et Ophélia ajoute qu'avec la fin de la guerre de leur nation contre celle du Nord, il y a certainement des gens qui aimeraient provoquer un nouveau conflit. Mimiko enlace la princesse avec joie en voyant qu'elle va bien, et Lys espère pouvoir compter sur l'aide de ses amis pour découvrir qui lui a lancé la malédiction. À ce sujet, Mimiko assure que sa loyauté va à la princesse et à sa défunte Altesse Françoise. Sur ce, elle est surprise que Lys ait réussi à briser une malédiction aussi puissante, et la souveraine partage avec joie que tout cela a été possible grâce à un homme nommé Kurt, ce qui laisse Mimiko et Yulichia stupéfaites. À la lumière de cette révélation inattendue, il devint nécessaire d'expliquer aux deux que la princesse avait mangé du porridge préparé par Kurt, brisant ainsi la puissante malédiction qui l'affligeait. Concernant le coupable qui a comploté pour ôter la vie de Lady Lys-Lot, étant donné qu'il s'agit de quelqu'un maîtrisant les malédictions et ayant des connexions capables de manipuler les protections contre les malédictions du palais, Mimiko a 3 suspects. Sanova Ristkatz, la première générale des forces expéditionnaires royales, Tristan Meinolf, un évêque de l'Église de Pologne, et Isadora Arkmana, la 3e reine de Sa Majesté. Ophélia pense que Tristan aurait pu utiliser ses fidèles pour altérer les protections dans la chambre de Lys-Lot. Lys ajoute que sa belle-mère, Isadora, peut se déplacer librement dans le palais royal et aurait très bien pu interférer avec elle. D'un autre côté, elle se demande comment Sanova aurait pu en faire autant. Alors Eulicia explique que cette générale a des connexions avec la guilde des voleurs, qui a évidemment ses propres moyens d'entrer dans des endroits interdits et suffisamment d'influence pour soudoyer des personnes à l'intérieur du palais royal. Puisqu'il est difficile d'identifier le coupable pour l'instant, Ophélia propose de tendre un piège pour attraper ce rat. Par exemple, Lys vient d'avoir 15 ans et est donc devenue adulte, et selon la tradition, elle doit quitter le palais pour s'entraîner pendant 1 an. Le plan est donc de créer un atelier fictif dirigé par un maître imaginaire, où Lys s'entraînera. À coup sûr, le coupable commencera à rassembler des informations sur ce soi-disant maître. Mimiko déduit que s'il s'agissait d'une personne réelle, les voleurs auraient vite trouvé des informations, mais comme il n'existe pas vraiment, il n'y a rien à découvrir, et cet appât troublera le coupable, leur laissant le temps d'enquêter plus en profondeur. Cependant, Ophélia dit qu'il faudra créer quelques références pour cette personne qui jouera le rôle du faux maître Aelior. Mais Eulicia a justement ce qu'il faut, un cristal magique. Ophélia prend l'objet et est stupéfaite par sa qualité. Puis, la propriétaire de la mine révèle que c'est Kurt qui l'a fabriqué, laissant de nouveau le maître et la princesse sans voix. Plus tard, Kurt arrive devant la porte de l'atelier d'Ophélia et voit une pancarte indiquant qu'il est temporairement fermé en raison d'une urgence non précisée. À ce moment-là, Michel arrive, et le garçon en profite pour lui demander ce qu'il s'est passé. Elle lui explique qu'après le départ de Kurt la veille, sa maîtresse est soudainement partie quelque part, et elle est désolée car il n'y a désormais aucun moyen pour le garçon d'aider à l'atelier. À cause de cela, le pauvre s'en va, l'air abattu, pensant qu'il a encore fait une bourde qui lui a valu d'être renvoyé de l'endroit. Quoi qu'il en soit, son estomac gargouille, indiquant qu'il est temps de manger, alors il se dirige vers un restaurant pour apaiser sa faim avec un sourire au visage. Là, un groupe de guerriers discute de quelque chose à l'une des tables. La femme du trio demande ce qu'ils vont faire, car ils doivent livrer quelque chose aujourd'hui. Un homme répond qu'il ne sait pas, car le médecin a dit que cette personne doit se reposer pendant 1 semaine, mais sans leur porteur. Ils devront refuser cette commande. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer les frais d'annulation, alors la jeune femme pense qu'ils devraient simplement porter les affaires eux-mêmes. Cependant, son compagnon lui rappelle qu'il serait très vulnérable aux attaques s'ils sont trop chargés. Kurt surprend la discussion et pense qu'il pourrait servir de porteur pour C.S. Jean. Il s'approche donc sans gêne de l'équipe et propose de jouer le rôle de mule pour le groupe, car même s'il est une nullité au combat, il a un talent incroyable pour porter des charges sur son dos.
La jeune femme rejette l'idée qu'un gamin comme lui puisse accomplir cette tâche, mais son collègue lui donne une tape sur la tête et lui rappelle qu'elle a le même âge que lui. L'homme s'excuse pour le comportement de sa sœur, mais admet que ce travail n'est pas à la portée de n'importe qui, car ils se préparent à chasser des golems de fer qui pèsent plus de 200 kilos, et qu'il faudra quelqu'un avec des capacités spéciales pour transporter les objets nécessaires. Le seul membre de l'équipe qui n'avait pas encore parlé jusqu'alors prend la parole pour confirmer. C'est exact. Quoi qu'il en soit, Kurt leur assure que 200 kilos, ce n'est rien pour lui. Il propose donc un défi. S'il parvient à soulever les 2 hommes de l'équipe, cela prouvera qu'il est l'homme de la situation. Sans attendre l'accord de qui que ce soit, Kurt soulève l'un des hommes sur son épaule comme s'il s'agissait d'une statuette de 25 cm, laissant tout le monde bouche bée. Puis, il soulève le blond, qui, avec son armure, pèse plus de 150 kilos. Immédiatement, la clientèle du restaurant applaudit le spectacle. Après cela, il ne pouvait y avoir d'autre issue. Kurt a prouvé qu'il était à la hauteur, alors l'équipe part en mission. L'homme en armure se présente sous le nom de Kanz, un guerrier lourd. Bien qu'il manie une épée, celle-ci est pratiquement décorative, car ses poings parlent bien plus fort que n'importe quelle lame. L'autre homme se présente comme Danzo, le samouraï qui dirige ce groupe. Kurt demande ce qu'est un samouraï, et Danzo explique qu'il s'agit d'une variante orientale du bretteur. Enfin, la jeune femme se présente sous le nom de Sina, une rôdeuse. Kanz tend la main à leur nouveau coéquipier et l'informe que le groupe s'appelle *** Sakura ***. Il explique qu'ils ont un autre porteur appelé Binoc, mais qu'il mettra 1 semaine à se remettre d'un rhume. En réponse, Kurt s'incline et les remercie d'avoir embauché quelqu'un d'aussi ordinaire que lui. La réaction des gens est alors d'éclater de rire, ce qui déroute Kurt. Kanz lui donne une petite tape sur la tête et lui dit qu'il compte sur lui. Et le garçon pense simplement qu'il devra faire de son mieux pour ne pas tout gâcher avec ces gens formidables. Plus tard, ils arrivent à une grotte où la mission doit être exécutée, mais Kurt marche sur une gelée au milieu du chemin et se retrouve avec le pied coincé dans la matière gluante. Sina dit qu'il suffit juste que le gamin écrase le noyau de la créature, mais le porteur est si nul en combat qu'il réussit à se poignarder lui-même à la cuisse au lieu de viser le slime. À bout de patience, la rôdeuse règle le problème elle-même et reconnaît que son collègue avait bien prévenu qu'il était mauvais en combat, mais ce qu'il vient de faire relève de la boulette spectaculaire. Pourtant, Kanz et Danzo lui assurent qu'il n'a pas à s'inquiéter, car ce sont eux qui sont censés se battre. Kurt est choqué, car ses compagnons ne se sont pas mis en colère contre lui pour cet échec, ce qui était pourtant la norme dans son ancien groupe. Finalement, le quatuor entre dans la grotte et la rôdeuse prépare de la mousse lumineuse à répandre pour éclairer le chemin avec un spectacle visuel enchanteur. Kurt signale quelque chose qu'il a vu en route et la fille lui explique avec dégoût qu'il s'agit d'excréments de gobelins. Et d'après l'odeur, ils sont encore frais, ce qui signifie que les monstres ne sont pas loin. Kanz demande à tout le monde de rester calme, car ils peuvent sans doute affronter 1 ou 2 gobelins sans difficulté. Mais s'il s'agit d'une horde, ils pourront toujours fuir à toute vitesse. Plus profondément dans la grotte, le donjon commence à ressembler à des ruines à mesure que l'équipe progresse. Kurt remarque quelque chose d'étrange sur un mur, mais il est interrompu par l'arrivée soudaine d'un gobelin. À cet instant, Sina lance un couteau qui se plante dans la poitrine de la créature, et Danzo l'achève d'un coup de katana. Le problème, c'est que des voix similaires se font entendre au loin, indiquant clairement la présence d'une colonie entière de gobelins dans les environs. Pire encore, ils arrivent par l'entrée de la grotte, ce qui signifie une seule chose, il n'y a aucun moyen de fuir. Le groupe Sakura doit se battre. Sina sait qu'ils n'ont aucune chance. Mais Kurt retourne au mur où il avait remarqué quelque chose, et il finit par découvrir un passage secret. Cependant, lorsqu'il propose d'y entrer, seule Sina accepte de le suivre et referme le passage derrière eux. De l'autre côté de la porte, Kanz déclare qu'il est impossible d'échapper à autant de gobelins tout en cherchant une sortie. Ils doivent donc continuer sans eux. Kurt dit qu'il veut rester et se battre, mais Sina, les larmes aux yeux, hurle qu'il est incapable de vaincre même une simple gelée, et qu'avec cette attitude, il ne ferait que gêner Kanz et Danzo. Touché par ces paroles dures, le porteur réfléchit au profond désir de la jeune fille de se battre aux côtés de ses camarades. Pendant ce temps, de l'autre côté, Kanz demande à Danzo s'il regrette leur décision. Ce dernier répond que non, puis lui retourne la question.
Kans répond que mourir pour protéger sa petite sœur est le plus grand honneur qu'un frère aîné puisse avoir. Le samouraï conclut qu'une mort sans honte est la fierté d'un guerrier, et son ami est d'accord. Il n'y a aucun regret à se battre pour la survie de ses camarades. Kurt entend la conversation et est stupéfait d'avoir été accepté parmi eux aussi rapidement, bien qu'il déplore de ne rien pouvoir faire pour aider. Quoi qu'il en soit, Sina assure que Danzo et son frère survivront, puis éclaire le passage secret pour continuer leur route. Mais cela a une terrible conséquence. Au bout de ce passage se trouvaient des golems de fer-dragon. Pendant ce temps, Yulichia et Lislod arrivent à l'auberge où Kurt séjourne, et Yulichia demande à la jeune fille de cacher au garçon qu'elle est la princesse. Elle accepte et propose qu'on l'appelle simplement Lys pour éviter les formalités, et l'aînée accepte alors d'être appelée Yuli. Impatiente de revoir le garçon qui l'avait tant charmée, la princesse entre précipitamment dans sa chambre, mais son sourire s'efface en constatant qu'il n'est pas là. Pour une raison inconnue, Bandana se trouvait devant la porte et révèle que le garçon est dans une grotte au nord-est avec le groupe Sakura. Yuli se précipite pour voir de qui il s'agissait, mais Bandana avait déjà disparu. Elle craint qu'il ne s'agisse d'un piège, mais si Kurt est réellement dans cette grotte, et puisque des entraînements au combat ont récemment eu lieu dans cette région, il est possible que de nombreux gobelins survivants s'y soient réfugiés. Pour cette raison, Yulichia décide de partir à la recherche de son compagnon, tandis que Lys devrait rester en ville. Cependant, la princesse insiste pour l'accompagner. Après tout, il n'est pas sage de s'éloigner de la personne qu'on doit protéger. De plus, elle a appris à utiliser la magie en tant que membre de la famille royale et peut se défendre toute seule. Puisqu'il en est ainsi, la protectrice accepte, mais exige que la protégée ne s'éloigne pas d'elle, quoi qu'il arrive. Quelque temps plus tard, les deux arrivent à l'endroit où Kurt est supposé se trouver. La mousse lumineuse fraîche sur les murs indique que quelqu'un est bien passé récemment, et Lys trouve même les empreintes de Kurt, bien que Yuli n'ait aucune idée de comment la jeune fille peut savoir quelles sont les siennes. Plus loin, Lys a du mal à identifier les traces en atteignant les ruines. Alors elle active sa capacité de perception accrue pour détecter plus efficacement tout signe du passage du garçon. À ce moment-là, elle sent l'odeur de sa cible et court dans une direction précise, tandis que Yulichia tente une fois de plus de comprendre comment la jeune fille peut se souvenir de l'odeur de ce simple citoyen. En courant vers l'origine de l'odeur, la princesse entend des bruits de combat au loin. Alors, Yuli lui ordonne de rester là et dégaine son épée, tandis que Lys accorde à son allié un renforcement physique avant qu'elle ne parte. Au cœur de la tempête, Kans et Danzo font de leur mieux au milieu d'un torrent de gobelins enragés, jusqu'à ce qu'un troisième combattant fasse son apparition et change le cours de la bataille. Dans le passage secret, Sina n'en revient pas de leur malchance d'être tombée nez à nez avec une telle créature, et elle commence à regretter d'avoir accepté cette mission, car désormais, tous ses amis sont en danger. Se sentant coupable, elle s'excuse auprès de Kurt de l'avoir entraînée là-dedans. Après tout, il n'y a aucun moyen pour eux de se débarrasser d'une telle menace. 6 golems de fer-dragon sont conçus pour protéger les passages. Ils seront donc attaqués dès qu'ils essaieront de traverser. De son côté, Kurt console la jeune fille et se lève pour s'occuper des golems. Devant la jeune fille terrifiée, qui ne comprend pas ce qui a bien pu passer par la tête de ce fou, Kurt s'approche des golems, esquive un coup de l'un d'eux et dévisse sa queue comme s'il s'agissait d'un simple boulon. Ensuite, il fait de même avec la tête du monstre, le démontant pièce par pièce en glissant sa dague dans des ouvertures spécifiques de l'armure. Une fois cette opération réalisée sur tous les ennemis, Sina aimerait bien comprendre ce qu'il se passe ici. Kurt explique qu'il a l'habitude de miner des golems de fer. C'est alors que Yulichia rejoint les 2 membres qui avaient emprunté le passage secret. Et la rôdeuse raconte, les yeux emplis de terreur, que ce gamin a démonté chaque golem comme s'il jouait avec des Legos, et qu'il a même appelé cela du minage. En voyant que sa partenaire est revenue, Kurt lui demande d'aller aider Kans et Danzo, mais elle lui apprend que les 2 sont en vie. Puis elle pense en elle-même qu'elle a entendu parler d'une légende sur un homme avec une aptitude de niveau G au combat, mais qui, par hasard, avait une aptitude de niveau S en récolte. Selon la légende, cet homme aurait utilisé une faux pour vaincre un dragon épineux, et Euli associe le Sia de Kurt à cette histoire. Enfin, Lislot arrive peu après, les yeux brillants d'admiration devant le talent inégalé de Maître Kurt. Après que toute l'équipe se soit regroupée,
Kans regretta de ne pas avoir découvert plus tôt l'infestation potentielle de gobelins qui aurait pu survenir dans le nord-est. Quoi qu'il en soit, lui et Danzo remercièrent humblement Dame Yulichia pour son aide. De son côté, Yuli annonça à Kurt qu'un nouvel atelier allait bientôt être établi, où elle occuperait le poste de chef direct des aventuriers, et elle lui proposa de la rejoindre là-bas. Kurt expliqua qu'il travaillait déjà avec les Sekura, mais Kans insista sur le fait que le garçon ne pouvait pas se permettre de manquer une telle opportunité. Pendant ce temps, Yuli précisa qu'elle avait besoin de main-d'œuvre pour l'atelier et invita les aventuriers à se joindre au projet. À cette annonce, les deux hommes des Sekura célébrèrent, mais Sina resta morose dans son coin. Puisque Kurt allait se rendre à l'atelier, Yulichia lui demanda de passer un test d'aptitude à leur retour. Avec la mission résolue, tout le monde retourna en ville et Kurt se rendit au poste de travail de Hallow, où il fut accueilli par Mimiko. Elle se présenta comme une magicienne de la cour royale et responsable de l'administration du test d'aptitude de Kurt. Elle fit remarquer qu'elle avait déjà vu son cristal magique, mais qu'elle devait rencontrer en personne le créateur d'un tel travail. Ce soir-là, le groupe Sekura célébra la réussite de la mission ainsi que l'invitation à l'atelier, en présence de la distinguée Lislot, bien que Sina resta mélancolique sans raison apparente. Revenons à Mimiko, qui informa Yulichia que Kurt possédait les aptitudes suivantes. Rang B en nettoyage, cuisine et minage, et rang C pour toutes les autres disciplines. Yulichia demanda quels étaient les résultats réels, et la magicienne expliqua que le poste de travail ne pouvait mesurer les talents que des rangs GASS, ce qui signifie que tout talent dépassant cette capacité est classé rang SSS, ce qui était précisément le CA de ce garçon. De plus, même sa puissance magique latente était bien supérieure à celle d'une magicienne de la cour royale. Yuli avait déjà ses soupçons, mais c'était la preuve que Kurt était la personne idéale pour devenir le maître forgeron secret d'Elior. Mimiko souligna à quel point il était chanceux que ce soit elle qui ait effectué le test, car si quelqu'un d'autre s'en était chargé, les résultats auraient pu fuiter. C'est alors que Kerchel apparut, choqué en voyant les résultats de Kurt sur la table. Mimiko et Yuli firent semblant de découvrir cela en même temps, tout en remarquant à quel point il serait dangereux que des personnes extérieures soient au courant. Alors, l'employée se couvrit les oreilles et s'écria qu'elle n'avait rien entendu. Quelque temps plus tard, Kurt fut étonné par la vitesse de la calèche dans laquelle il voyageait. Eulicia expliqua que la calèche avait été organisée grâce à l'autorité spéciale d'un Eitlier Meister, et Lys ajouta qu'après tout, il n'y avait pas de pierre de téléportation dans la ville frontière vers laquelle il se dirigeait. Quant à la ville, elle se souvenait qu'il s'agissait d'une base militaire à la frontière des terres démoniaques, et bien qu'un nouveau vice-roi n'ait pas encore été nommé, c'était une ville très importante qui recevait l'aide de l'Alliance. Danzo ajouta fièrement qu'ils seraient les aventuriers personnels d'un Eitlier nouvellement construit dans une ville aussi significative. Cela dit, Kans demanda ce qu'ils allaient faire de Baibinok, et le samouraï demanda à ceux qu'on lui laisse cette affaire. Changeant de sujet, il voulut savoir à quoi ressemblait cet Eitlier Meister, et voyant la difficulté de Lycia à expliquer, Sina conclut que ces personnes n'avaient pas engagé leur groupe pour leurs compétences, mais pour les faire taire. Cependant, si nécessaire, elle ferait tout pour protéger son frère et Danzo. Quelques heures plus tard, la calèche arriva au mur que Kurt avait aidé à reconstruire quelques jours auparavant, ce qui le rendit abattu. Lys demanda pourquoi, et il expliqua qu'il avait travaillé à la réparation du mur, mais qu'il avait été licencié après 3 jours. Fait intéressant, il semblait que peu de progrès avaient été réalisés après le départ du garçon, et Eulicia supposa qu'il réparait peut-être d'une manière différente. Sans tarder, la femme mena ses compagnons vers un site qui servirait de base pour l'Eitlier. Le groupe protesta en disant que cela ressemblait plutôt à un terrain vague, alors elle expliqua qu'ils attendraient à l'auberge jusqu'à ce que tout soit prêt. Cela dit, elle demanda si Kurt pouvait construire l'Eitlier tout seul, une question qui laissa le groupe Sakura stupéfait. Kurt expliqua qu'il pouvait s'en sortir s'il s'agissait d'une cabane en rondin, mais que construire un Eitlier en un jour semblait insensé. Kans, Danzo et Sina étaient d'accord pour dire que c'était la chose la plus folle qu'ils aient jamais entendue. Kurt ajouta alors qu'il aurait besoin de 2 jours de plus pour terminer le travail, ce qui laissa encore une fois le groupe Sakura sans voix. Yuli expliqua que le jeune homme pouvait prendre tout le temps qu'il voulait,
et qu'il disposerait des matériaux nécessaires pour le travail. Suite à cela, Kurt établit une liste de tout ce dont il avait besoin et l'a remis à la femme, comprenant des éléments comme de l'améthyste, du saphir et des plumes de griffon. Après avoir remarqué que Sina semblait soupçonner quelque chose, Yulissia appela tout le monde à se rendre à l'auberge pour ne pas déranger le maçon, rappelant à Kurt qu'il devait retourner à l'auberge chaque fois qu'il aurait besoin de manger et de se reposer. Une fois sur place, Yulissia demanda à tout le monde de s'asseoir pour qu'elle puisse annoncer quelque chose d'important. Sina demanda si elle allait parler de ce qui s'était passé dans la grotte. Après tout, ces golems de dragons de fer avaient été vaincus par Kurt seul. Il expliqua qu'il avait l'habitude d'extraire des golems de fer et qu'il avait détruit ces monstres avec seulement une dague. En y repensant, Sina exigea que Yulissia leur dise qui était vraiment ce garçon et qui était réellement Lys. Tout d'abord, Yulissia se présenta comme une aventurière qui avait autrefois servi la famille royale. Puis, l'autre fille s'identifia comme étant Lyslot Umrose. Montrant l'emblème sur sa dague, elle révéla qu'elle était la 3e princesse de ce royaume, mais qu'elle cachait actuellement son identité pour certaines raisons. Par conséquent, Sina demanda si Kurt faisait aussi partie de la royauté, et Yulissia expliqua qu'il n'était ni noble, ni de sang royal. En fait, elle n'avait aucune idée de qui était vraiment le jeune homme. Ce qui était connu, c'est que ses compétences de combat étaient toutes classées rang G, tandis que celles qui n'étaient pas liées au combat étaient toutes classées rang SSS, comme le transport ou l'exploitation minière, par exemple. Cependant, même Kurt n'était pas au courant de cela, et il veillait à le lui cacher, lui faisant croire qu'il était de rang C ou B, au mieux. La grande question était que Kurt allait devenir le nouvel atelier Meister ici, mais cela devait également rester secret. Sina s'indigna et demanda pourquoi il trompait ainsi le garçon, et Yulissia expliqua que même s'il disait la vérité à Kurt, il ne la croirait certainement pas. Mais surtout, il était impossible de savoir si quelqu'un chercherait à exploiter les capacités de Kurt si cette information était rendue publique. Après cela, Sina frappa la table et expliqua que ceux qui exploitaient réellement le jeune homme étaient eux-mêmes. Alors Kans serra sa sœur dans ses bras pour essayer de la calmer un peu. Danzo donna son accord pour que Yulissia poursuive l'histoire. Puis Lyslot expliqua que Kurt avait brisé la malédiction qui pesait sur elle avec un simple porridge fait maison. Yuli ajouta que quelqu'un poursuivait la princesse. C'est pourquoi ils avaient choisi cette ville frontière pour la construction de l'atelier, leur permettant ainsi d'identifier l'ennemi derrière cette traque. Pourtant, Sina se plaignit du fait que Kurt n'était au courant de rien, et Lys révéla que le garçon ignorait totalement qui elle était. Mais dès qu'il avait appris que Lys était victime d'une malédiction, il l'avait sauvée sans rien demander en retour. Selon Yuli, le jeune homme était pur et mettait toujours les autres avant lui, ce qui en faisait quelqu'un qu'il voulait protéger, et c'était la raison pour laquelle ils avaient demandé au groupe Sekura de garder ce secret et de s'unir pour protéger Kurt. En entendant une histoire aussi compliquée, les membres du groupe Sekura baissèrent la tête, songeurs, et prirent quelques secondes avant de répondre. Le premier à parler fut Danzo, affirmant que le devoir d'un chevalier était d'obéir à la royauté. Cependant, en tant qu'aventurier, ils n'avaient aucune telle obligation. Néanmoins, ils étaient aussi des camarades qui risquaient de mourir aux côtés de Kurt, donc ils étaient compagnons. Kans approuva totalement et ajouta qu'il n'avait pas besoin de raison pour aider des amis. Enfin, Sina restait indécise. Après tout, il connaissait ces femmes depuis très peu de temps pour leur prêter ainsi allégeance, mais Yulissia fit remarquer qu'elle-même ne connaissait Kurt que depuis 6 jours. Toujours pas convaincue, l'archère demanda un moment pour réfléchir et s'éloigna. Seule dans la rue, la jeune fille tenta de comprendre ce qui se passait, car pour elle, Kurt avait le droit de connaître la vérité. Bientôt, elle retourna sur le site de l'étlier et constata que le chantier était bien plus avancé que ce qui aurait été humainement possible. Étonnée, elle demanda si le garçon avait réalisé tout cela sans aide, et il expliqua qu'il en était capable, puisqu'il était de rang B en exploitation minière. Sachant qu'aucun rang B ne pourrait accomplir cela normalement, Sina laissa couler et commenta que le jeune homme était vraiment incroyable, ce qu'il ne comprit pas, car dans sa ville natale, il était courant de construire des dizaines de maisons chaque jour, donc il se sentait en réalité plutôt lent. Sina demanda alors au garçon s'il ne se sentait pas accablé par tout ce travail.
Il expliqua qu'il ne se sentait pas du tout exploité. En réalité, il était heureux de pouvoir travailler et se sentir utile à quelqu'un, considérant qu'il avait été traité d'inutile tous les jours par ses anciens coéquipiers jusqu'à ceux qui le chassent de l'équipe. En entendant cela, Sina se souvint que Licia avait mentionné que Kurt était un garçon au cœur pur, et elle commença à mieux comprendre sa perspective. Ainsi, l'aventurière déclara fermement qu'à partir de maintenant, elle et Kurt étaient officiellement amis. Pendant ce temps, Danzo était assis sur un banc de parc lorsqu'une calèche s'arrêta devant lui. Assis derrière lui et travaillant comme informateur, Bandana affirma avoir découvert la majeure partie des détails. Baibinok, également connu sous le nom de l'homme aux 1000 visages, accepte des missions de la part de criminels avant de s'infiltrer dans un groupe d'aventuriers. Essentiellement, c'est un scélérat qui a ruiné de nombreux groupes, mais il semble qu'il ait accepté cette dernière mission spécifiquement pour faire tomber Sakura, car un groupe rival était rancunier que Sakura ait pris un travail qu'il convoitait. Baibinok a été envoyé pour cette raison, et les détails de la situation se trouvent sur le document que Bandana remit au samouraï. Cette nuit-là, dans une taverne de la ville de Samala, un homme harcelait une serveuse de manière dégradante, et après avoir échoué à obtenir quoi que ce soit d'elle, il grogna en marmonnant qu'il n'avait pas prévu la survie des voyous de Sakura. Il avait également entendu dire qu'il travaillait désormais dans un atelier lié à la 3e princesse. Ainsi, s'il pouvait écraser ces rats, il en tirerait d'énormes profits. Assis derrière lui, Danzo commenta que cela semblait être un plan très rentable, et l'homme éclata de rire avec vanité, reconnaissant qu'il ne manquait pas de clients prêts à ternir les accomplissements de la petite princesse. Alors que l'homme finissait sa phrase, il réalisa enfin qu'il parlait à nul autre que Danzo, qui lui demanda si Baibinok n'était pas en train de boire un peu trop pour fêter sa guérison. Face à la situation, Baibinok s'enfuit précipitamment de la taverne, furieux que le samouraï ait découvert son plan. Soudain, il trébucha sur un câble placé délibérément sur son chemin, puis l'aventurier apparut avec son katana, reconnaissant que son ancien compagnon avait toujours été rusé, donc il était impossible qu'il n'ait pas eu connaissance d'une colonie de gobelins. Baibinok jura qu'il ne savait rien et supplia Danzo de lui épargner la vie, invoquant leur ancienne camaraderie. Pourtant, Danzo brandit son épée et la pointa vers le cou de l'homme, précisant clairement que l'ancien membre de Sakura ne devait pas s'approcher de ceux que le samouraï considérait comme de véritables amis, sous peine d'être tranché en deux sans cérémonie. Observant la scène, Bandana pensa qu'elle aurait préféré que Danzo élimine cette cible, qui pourrait redevenir une menace à l'avenir. Soudain, 2 hommes encapuchonnés apparurent et emmenèrent Baibinok. Bandana remarqua qu'il semblait être membre des Fantômes, l'unité de renseignement de Mimiko, le 3e mage de la cour. À ce moment-là, elle reçut une lettre, portée par un corbeau, mentionnant Marlifus. Bandana éprouva de la compassion pour eux, mais comme son maître lui avait expressément ordonné d'ignorer cette femme, elle décida de se diriger vers la ville natale de Kurt Roken. Dans la scène suivante, dans un endroit sombre et mystérieux, au fond d'un tunnel, Marlifus, la prêtresse des crocs du dragon ardent, gisait sur un immense cercle magique, apparemment trop faible pour se relever. Quelques jours plus tard, Kans et Danzo contemplaient un paysage merveilleux, se demandant si c'était la réalité ou un rêve, car il y a seulement 3 jours, ce n'était qu'un terrain vague, et maintenant cela ressemblait à un portail vers un autre monde. Non loin de là, Sina remarqua un papamomo dans le jardin. Normalement, les fruits de cet arbre n'apparaîtraient qu'au printemps prochain, mais pour une raison inconnue, l'arbre portait déjà des fruits. Pendant ce temps, Lys courait dans la cour en annonçant que cet endroit serait le nid d'amour entre elle et maître Kurt. Peu après, voyant que leurs amis entraient dans l'atelier, Kurt regretta de ne pas avoir eu le temps de préparer un accueil digne de ce nom, mais Ulycia le rassura en affirmant que ce qu'ils avaient vu était déjà impressionnant. Néanmoins, elle souhaitait jeter un œil à l'intérieur de la structure. Le tailleur de pierre montra d'abord l'entrée, puis les 2 étages souterrains. En plus de cela, il expliqua que toute l'eau du manoir était produite sur place. Émerveillée, Ulycia demanda ce qu'était cet étrange appareil ressemblant à un réservoir, et le garçon lui répondit qu'il avait transformé les saphirs qu'il avait demandés en cristaux magiques, utilisés ensuite pour créer un moteur générant de l'eau.
Il avait également fabriqué des cristaux magiques en quartz pour l'éclairage. Le pouvoir magique est stocké dans l'améthyste et devrait rester allumé pendant une année entière, même si l'on laisse la lumière allumée en permanence. Ensuite, le garçon montra les chambres où chacun allait dormir. Les oreillers et les couvertures étaient faits avec les plumes de griffon qu'il avait demandées, et Lies se réjouit en sentant l'odeur de Maître Kurt sur l'une d'elles, même si Yulissia tenta d'expliquer que l'odeur venait des griffons. Puis, Kurt montra la chambre du maître d'atelier et en profita pour demander quand celui-ci arriverait. Yulissia inventa que le maître était très occupé et que son arrivée avait été retardée, puis demanda où se trouvait la chambre du tailleur de pierre. Il répondit que, puisqu'il était responsable des tâches ménagères, il pensait dormir dans la petite zone de repos à côté de la cuisine. Voyant que le garçon semblait prêt à dormir dans un taudis parce qu'il se considérait comme inutile, tout le monde essaya de le convaincre de dormir dans la chambre qu'il avait construite pour le maître d'atelier, en attendant l'arrivée du véritable propriétaire. 2 heures plus tard, le groupe réussit enfin à convaincre le garçon de rester dans cette chambre pour l'instant. Cela fait, Yulissia demanda s'il pouvait ériger une barrière contre les malédictions autour du manoir. Cependant, comme le garçon avoua que cela était un peu difficile pour lui, la femme utilisa alors les talismans anti-malédiction donnés par Mimiko. Concernant maintenant la chambre de Liselotte, la plus importante, elle envisagea de mettre une protection spéciale. Soudain, Lise surgit de sa chambre et fit peur à la pauvre femme, croyant que c'était Kurt et l'invitant dans son lit. Agacée, Yulissia demanda où cette fille avait appris de telles choses, et Lys lui demanda à son tour si elle était jalouse, par hasard. Perdant toute contenance, la femme d'affaires prétendit que non, même si c'était évident. Néanmoins, elle se rappela que Kurt était pur et innocent, et conseilla donc à Lys d'approcher le garçon avec douceur. Pendant ce temps, le talentueux Kurt était occupé à préparer un repas pour tout le monde dans la cuisine. Lorsque Lys entra vêtue d'une tenue de serveuse provocante pour l'aider dans ses tâches, prête à aider comme il le fallait, Yulissia intervint pour demander à la princesse quelle partie de « prendre les choses doucement » elle n'avait pas comprise, surtout en portant une tenue aussi indécente. Sur ce point, Kurt admit qu'il trouvait aussi cela un peu étrange, mais Lys elle-même avait affirmé que ce genre de tenue était courant chez elle. De plus, Sina ouvrit la porte de la cuisine après avoir senti l'odeur du pain fraîchement cuit pour découvrir Liselotte vêtue de cette tenue particulière, ce qui lui fit froncer les sourcils. Kurt confirma qu'il y avait effectivement du pain en train de cuire dans le four et que cela deviendrait une habitude quotidienne dans cette maison. D'ailleurs, lorsque le garçon demanda aux femmes si elles préféraient du café ou du thé, les yeux de Yulissia s'illuminèrent et elle conclut que cet homme était l'épouse parfaite, ce qui fit naître en elle un désir intense de l'avoir pour époux. Au moment du repas, Kans fut le premier à louer la nourriture avec un grand enthousiasme. Sina lança un regard qui montrait qu'elle avait apprécié et Danzo mentionna qu'il sentait la nourriture revitaliser tout son corps. Yulissia demanda où était Kurt et Lys expliqua qu'il était sorti nettoyer, armé d'un chiffon, car selon lui, quelqu'un avait griffonné sur tout le manoir. Sachant que Lys parlait probablement de la protection contre les malédictions, Yulissia se précipita vers Kurt en toute hâte, bien que Mimiko ait précisé qu'il était impossible de retirer les talismans une fois placés. Cependant, lorsqu'elle arriva dans la chambre de Lys, le garçon était en train de nettoyer la dernière marque sur sa porte. Lorsqu'il demanda si elle savait qui avait fait ce bazar dans le couloir, la femme s'agenouilla, accablée de tristesse, et expliqua que c'était sans aucun doute l'œuvre de Raviski, le gribouilleur, souvent mentionné dans les rumeurs. Il avait dû apercevoir Lys et laisser CS griffonnage dans l'espoir d'attirer son attention. Croyant à cette histoire, Kurt fit remarquer qu'il existait vraiment des fous pour tout, mais qu'il serait sage d'en informer Lys. Face à cela, Yulissia réfléchit. Elle avait réussi à ne pas révéler la menace des assassins envers Lys, mais maintenant, sans talisman et avec plusieurs jours à attendre avant l'arrivée de Mimiko, elle devait absolument trouver un moyen de protéger la princesse d'ici là.